On vous a vendu l'idée que vous aviez besoin de vous tromper pendant des années pour apprendre. Mais si vous pouviez éviter toute une décennie d'erreurs? Non, ce n'est pas de la magie, c'est une question de perspective. Et c'est précisément là que la philosophie stoïcienne entre en jeu, directe, parfois inconfortable, mais terriblement efficace. Parce que soyons honnêtes, ce n'est pas le temps qui vous manque, c'est la distraction qui vous envahit. Vous répétez les mêmes schémas, vous repoussez les décisions et vous vous dites « j'apprendrai plus tard ». Et croyez-moi, ce n'est pas une bonne direction. Aujourd'hui, vous allez découvrir 10 leçons qui auraient pu vous éviter 10 années de faux pas inutiles. Ce ne sont pas de jolies théories ni des phrases motivantes à imprimer sur une tasse. Ce sont des vérités qui, si vous les appliquez réellement, transformeront votre manière de penser et d'agir. Et restez jusqu'à la fin, car la dernière leçon est celle que presque personne n'accepte, et probablement celle que vous avez le plus besoin d'entendre. Mais avant de commencer, si vous trouvez ces vidéos utiles, pensez à vous abonner et à activer les notifications pour rester informé des prochaines publications. Commençons. Chapitre 1. Arrêtez de dire oui à tout. Nous allons commencer par quelque chose que personne ne vous a peut-être jamais dit avec autant de clarté. Cela fait des années que vous dites oui à tout. Absolument tout. Au service que vous n'avez aucune envie de rendre. À cette sortie qui ne vous enthousiasme même pas un peu. À cette demande qui ne vous apporte rien. Et le pire, c'est que vous le faites avec le sourire, comme si c'était une preuve de bonté. Comme si dire oui à tout était une qualité admirable. Mais ce n'est pas le cas. Réfléchissez un instant, chaque fois que vous dites oui alors que vous vouliez dire non, vous faites quelque chose de très étrange. Vous choisissez le confort des autres au détriment de votre propre vie. Vous abandonnez votre temps, votre énergie et votre paix intérieure simplement pour éviter à quelqu'un 30 secondes d'inconfort. 30 secondes de malaise pour eux, contre des heures, des jours, parfois des semaines de frustration pour vous. Est-ce vraiment un échange équitable? Certainement pas. Imaginez que vous possédiez une batterie intérieure, comme celle d'un téléphone. Chaque fois que vous faites quelque chose qui va contre vos besoins profonds, cette batterie se vide un peu plus. Et évidemment, cette batterie n'est pas infinie. Un jour, vous arrivez à zéro. Et lorsque vous êtes vide, vous ne pouvez plus rien donner à personne, pas même à ceux qui comptent vraiment pour vous. Dire oui à tout n'est pas de la générosité. C'est une fuite lente de votre existence. Et ce n'est pas une idée nouvelle. Les stoïciens en parlaient déjà il y a plus de 2000 ans. Marc Aurèle, l'un des empereurs les plus puissants de Rome, écrivait dans ses journaux personnels que le plus grand défi de l'être humain n'était pas de conquérir des territoires, mais d'apprendre à gouverner sa propre attention et son énergie. Ce qui entre dans votre vie doit avoir un but. Ce qui n'en a pas ne fait qu'occuper de l'espace. Et si vous avez plus de 30 ans, vous savez déjà que votre énergie n'est pas illimitée. Vous avez déjà ressenti cette fatigue étrange qui apparaît lorsqu'on vit constamment pour les autres. Vous connaissez cette sensation de rentrer chez vous vidé, sans vraiment comprendre pourquoi, alors qu'en théorie vous avez passé la journée à aider tout le monde. Ce n'est pas aider. C'est se dissoudre. Alors que faut-il faire? Devenir froid et égoïste? Rejeter tout le monde? Pas du tout. Il s'agit simplement d'être honnête avec vous-même avant d'essayer d'être agréable avec les autres. La prochaine fois que quelqu'un vous demandera quelque chose, posez-vous une seule question avant de répondre. Est-ce que j'ai réellement envie de faire cela, ou est-ce que je le fais uniquement pour éviter que l'autre se sente mal? Si la réponse est la seconde option, vous avez parfaitement le droit de dire non. Sans drame. Sans inventer une excuse compliquée. Sans prononcer un discours de 10 minutes pour justifier votre refus. Un non simple, calme et direct est bien plus respectable qu'un oui rempli de ressentiment. Et voici une vérité difficile à accepter pour beaucoup, vous n'avez pas besoin de vous expliquer sans cesse. Vous n'avez pas à justifier pourquoi vous ne pouvez pas aller à ce dîner, prêter cet argent ou accepter cette tâche supplémentaire. Donner trop d'explications est souvent une manière déguisée de demander la permission d'exister. Mais vous n'avez besoin de la permission de personne pour prendre soin de vous. Les personnes qui vous aiment sincèrement comprendront. Et celles qui ne comprennent pas vous révèlent quelque chose d'important sur la relation que vous entretenez avec elles. Écoutez attentivement cette réaction. Et souvenez-vous d'une chose essentielle, dire non à ce qui ne vous correspond pas, c'est dire oui à ce qui compte réellement. Chaque non honnête ouvre une porte vers quelque chose de meilleur, votre temps, votre énergie, vos projets, votre paix intérieure et les personnes qui méritent véritablement le meilleur de vous-même.
Vivre avec des limites claires ne fait pas de vous une mauvaise personne. Cela fait de vous quelqu'un de plus authentique, plus présent et, paradoxalement, beaucoup plus utile pour ceux qui ont réellement besoin de vous. Car celui qui dit oui à tout finit souvent par ne plus avoir grand-chose à offrir. Et puisqu'on parle de ce à quoi vous dites oui ou non, il existe quelque chose d'encore plus précieux que votre énergie. Quelque chose qui, une fois perdu, ne revient jamais. Votre temps. Chapitre 2. Votre temps vaut de l'or. Tout le monde le sait. Tout le monde le répète. Le temps est ce que nous avons de plus précieux. Oui, bien sûr. Vous le savez. Je le sais. Nous le savons tous. Et pourtant, nous continuons à le gaspiller comme s'il était infini. Réfléchissez à ceci, si quelqu'un vous prenait 100 € dans votre portefeuille, vous réagiriez immédiatement. Vous vous défendriez. Vous refuseriez de l'accepter. Mais si quelqu'un vous vole 2 heures de votre vie avec une conversation vide, une réunion inutile ou une série que vous regardez par habitude alors qu'elle ne vous intéresse même pas, vous ne dites rien. Parfois, vous remerciez même cette personne. Voilà le problème. Nous valorisons l'argent parce que nous pouvons le compter. Le temps, lui, nous ne le mesurons presque jamais. Et ce que l'on ne mesure pas finit toujours par être négligé. Sénèque disait une phrase qui devrait être affichée dans chaque maison. Ce n'est pas que nous avons peu de temps, c'est que nous en perdons énormément. La différence est immense. Car si le problème était le manque de temps, il n'existerait aucune solution. Mais si le problème est le gaspillage, alors cela dépend de vous. Et nous perdons notre temps de nombreuses façons. Certaines sont évidentes, les réseaux sociaux, les distractions permanentes, les conversations interminables qui ne mènent nulle part. Mais il existe aussi des formes plus discrètes et tout aussi dangereuses. Par exemple, la procrastination déguisée en préparation. Cette illusion où vous passez des semaines à préparer un projet, à prendre des notes, à organiser des dossiers, à regarder des vidéos, sans jamais agir concrètement. Cela aussi est une perte de temps, même si cela ressemble à de la productivité. Il y a également la fausse urgence, cette impression que tout est prioritaire, que tout exige votre attention immédiate, que vous ne pouvez jamais vous arrêter. Mais voici la vérité, le monde ne s'effondre pas lorsque vous faites une pause. La majorité des choses qui paraissent urgentes ne le sont pas réellement. Apprenez à distinguer ce qui est urgent de ce qui est important. Ce n'est pas la même chose. Quelque chose peut être urgent sans avoir de réelle importance. Et quelque chose peut être extrêmement important sans sembler urgent. Si vous passez votre vie à répondre uniquement à l'urgence, vous n'aurez jamais le temps pour ce qui transforme réellement votre existence. Et ce qui compte vraiment, c'est ce qui vous rapproche de la personne que vous voulez devenir. Ce qui construit quelque chose, même lentement. Ce qui nourrit votre esprit. Ce qui améliore votre santé. Ce qui renforce vos relations sincères. Tout ce qui ressemble à du repos ne vous repose pas forcément. Et tout ce qui ressemble à du travail ne vous fait pas forcément avancer. Apprenez à faire la différence. Voici un exercice simple, pendant une semaine, notez honnêtement la manière dont vous utilisez votre temps. Pas pour vous culpabiliser. Simplement pour voir la réalité. Très souvent, nous croyons manquer de temps pour les choses importantes. Mais en réalité, ce temps est simplement occupé par des choses que nous n'avons jamais choisies consciemment. Lorsque vous voyez cela noir sur blanc, tout change. Vous disposez exactement des mêmes 24 heures que les personnes que vous admirez. Ni plus. Ni moins. La différence ne réside pas dans le nombre d'heures, mais dans ce que vous choisissez d'y placer. Et il y a autre chose que vous devez comprendre, notre société est obsédée par la vitesse. Toujours plus rapide. Toujours plus efficace. Toujours plus productif. Mais dans cette course permanente, beaucoup oublient de se demander dans quelle direction ils courent. Car courir très vite dans la mauvaise direction ne fait que vous éloigner encore davantage de la vie que vous vouliez construire. Apprenez à dire non à ce qui ne mérite pas votre temps avec la même sérénité que vous dites oui à ce qui le mérite réellement. Et surtout, apprenez à être pleinement présent dans ce que vous faites. Car il existe une énorme différence entre passer le temps et vivre le temps. Être occupé ne signifie pas avancer. Vous pouvez passer une journée entière à courir dans tous les sens sans progresser d'un seul centimètre. Et vous pouvez consacrer 2 heures profondément concentrées à quelque chose d'essentiel et transformer votre vie entière. Le temps ne revient jamais. Cela ressemble à une phrase banale, mais c'est une vérité absolue. La minute qui vient de passer ne reviendra plus jamais.
Alors posez-vous cette question plus souvent. Ce moment valait-il vraiment la peine? Non pas pour vivre dans l'angoisse, mais pour vivre avec intention. Ne demandez pas plus de temps à la vie. Demandez plutôt plus de vie au temps que vous possédez déjà. Mais même si vous protégez votre temps, certaines personnes autour de vous continueront à le consommer sans limite. Et c'est exactement ce dont nous allons parler maintenant. Parce que tout le monde qui entre dans votre vie ne mérite pas forcément d'y rester. Chapitre 3, tout le monde n'apporte pas quelque chose à votre vie. Il existe une vérité inconfortable que la plupart des gens connaissent déjà, mais qu'ils évitent de se dire à voix haute. Certaines personnes dans votre vie vous font du mal. Pas forcément avec de mauvaises intentions. Pas nécessairement par méchanceté. Mais elles vous blessent quand même. Et le problème n'est pas qu'elles existent. Le problème, c'est que vous leur laissez cette place dans votre vie. Imaginez que chaque personne qui vous entoure soit comme une plante dans un jardin. Certaines vous apportent de l'air, de la lumière, de l'énergie. Après avoir passé du temps avec elles, vous vous sentez plus vivant, plus calme, plus inspiré. Et puis il y en a d'autres. Des personnes avec qui, après une simple conversation, vous vous sentez vidé, fatigué, confus. Vous repartez avec l'esprit rempli de bruit, de négativité et de tension. Et cela, même si vous ne voulez pas l'admettre, signifie quelque chose. Votre entourage vous influence beaucoup plus que vous ne le pensez. Vous n'êtes pas une île. Vous êtes un être humain profondément social. Vous absorbez les émotions, les attitudes, les habitudes et les façons de penser des gens qui vous entourent. Si vous passez votre temps avec des personnes qui se plaignent constamment, qui ne progressent jamais, qui voient toujours le pire dans chaque situation et qui vivent en permanence dans le rôle de victime, une partie de cela finira par vous contaminer. C'est inévitable. Ce n'est pas une question de faiblesse. C'est simplement le fonctionnement naturel de l'esprit humain. Les stoïciens l'avaient parfaitement compris. Épictète, né esclave avant de devenir l'un des penseurs les plus lucides de son époque, répétait que le caractère se forge davantage par les fréquentations que par les grands discours ou les livres. Votre personnalité se construit à travers les personnes que vous côtoyez, les conversations que vous avez chaque jour et les habitudes que vous partagez avec les autres. Si vous voulez changer votre vie, commencez par observer les gens avec qui vous passez votre temps. Mais attention, cela ne signifie pas qu'il faut couper toutes vos relations brutalement ou devenir une personne froide et isolée. Ce serait simplement passer d'un extrême à l'autre. Il s'agit de quelque chose de plus subtil et de plus intelligent, devenir conscient. Apprendre à distinguer les personnes qui vous donnent de l'énergie de celles qui vous l'enlèvent. Celles qui célèbrent sincèrement vos progrès, et celles qui prétendent être heureuses pour vous, alors qu'au fond elles préfèrent vous voir stagner. Celles qui vous poussent à devenir meilleur, et celles qui, parfois sans même s'en rendre compte, vous tirent vers le bas. Cette distinction est essentielle. Et une fois que vous la voyez clairement, vous n'êtes pas obligé de disparaître brutalement de toutes les relations compliquées. Mais vous pouvez commencer à ajuster la distance. Certaines personnes ne peuvent pas être totalement exclues de votre vie, peut-être à cause du travail, de la famille ou de certaines circonstances. Mais vous pouvez réduire le temps que vous leur accordez. Vous pouvez arrêter de leur donner autant d'espace dans votre esprit. Et il y a quelque chose d'autre que beaucoup oublient. S'entourer de bonnes personnes ne signifie pas s'entourer de personnes parfaites. Cela signifie être avec des personnes qui veulent avancer, qui assument leurs responsabilités, qui ne blâment pas constamment le monde entier lorsque quelque chose va mal. Des personnes qui sont sincèrement heureuses lorsque vous progressez. Ce n'est pas trop demandé. C'est le minimum que vous méritez. Mieux vaut peu de personnes authentiques que beaucoup de relations superficielles. Cette phrase paraît banale, mais elle contient une immense sagesse. Une seule personne réellement loyale vaut davantage que 20 connaissances présentes uniquement lorsque tout va bien. Et ces personnes-là, prenez en soin. Ne les considérez jamais comme acquises. Dites-leur ce qu'elles représentent pour vous. Investissez du temps dans ces relations, parce qu'elles font partie des rares choses dans la vie qui méritent véritablement votre énergie. Choisissez vos proches comme vous choisissez votre chemin, avec attention. Parce qu'au final, ce sont eux qui vous conduisent vers la personne que vous allez devenir. Maintenant, vous savez un peu mieux qui laisser entrer dans votre vie. Mais une autre question plus difficile arrive. Que faites-vous les jours où vous n'avez envie de rien? Parce qu'avoir la bonne direction ne sert à rien si, au moment d'agir, vous restez assis à attendre que la motivation apparaisse. Et justement, c'est ce dont nous allons parler maintenant. Chapitre 4, faites le même quand vous n'en avez pas envie. Soyons honnêtes.
Combien de fois avez-vous attendu d'être motivé avant de faire quelque chose d'important? Combien de fois vous êtes-vous dit: je le ferai demain, quand j'aurai plus d'énergie, quand je serai plus inspiré, quand je me sentirai prêt. La plupart du temps, ce moment n'arrive jamais. Ou alors il arrive trop tard. La motivation est l'un des plus grands mensonges que nous nous racontons. Non pas parce qu'elle n'existe pas, mais parce que nous l'avons transformée en condition obligatoire pour agir. Et cette idée vous fait perdre des années. Voici la vérité, sans embellissement. La motivation n'est pas la cause de l'action. Elle en est la conséquence. Vous agissez d'abord, puis la motivation apparaît. Pas l'inverse. Attendre d'avoir envie pour commencer revient à attendre qu'un feu s'allume tout seul. Cela ne fonctionne pas ainsi. Le feu a besoin d'une étincelle. Et cette étincelle, c'est vous qui devez la créer, même lorsque vous n'en avez pas envie. Les stoïciens exprimaient cette idée autrement, mais le principe reste identique. Marc Aurèle écrivait dans ses journaux personnels qu'il lui était parfois difficile de sortir du lit le matin, malgré le fait qu'il soit l'homme le plus puissant du monde. Il se demandait parfois, pourquoi me lever? Et sa réponse restait toujours la même. Parce qu'il y a un travail à accomplir. Parce que l'action a de la valeur indépendamment de mon humeur du moment. Voilà ce qu'est la discipline. La discipline n'est pas réservée aux héros extraordinaires. C'est simplement la capacité des gens ordinaires à faire ce qui doit être fait, même lorsque personne ne les regarde. Les habitudes sont de la discipline devenue invisible. Quand quelque chose devient une habitude, vous n'avez plus besoin de motivation. Vous ne vous demandez pas chaque matin si vous avez envie de vous brosser les dents. Vous le faites automatiquement. Et vous pouvez appliquer ce même mécanisme à tout ce qui compte pour vous. Le sport. La lecture. L'écriture. L'apprentissage. Le travail sur vous-même. Et il y a une chose importante que peu de gens réalisent. Votre futur est déjà caché dans vos habitudes actuelles. Pas dans vos intentions. Pas dans vos rêves. Pas dans vos projets. Mais dans ce que vous répétez chaque jour, presque sans réfléchir. C'est cela qui construit votre réalité. 10 minutes d'apprentissage par jour représentent plus de 60 heures de progression au bout d'un an. Et 60 heures de pratique créent une différence énorme. Le secret consiste à commencer petit. Tellement petit que cela paraît presque ridicule. Vous voulez faire du sport tous les jours mais vous n'y arrivez jamais? Commencez par 5 minutes. 5 minutes par jour. Sans excuse. Oui, 5 minutes ne suffisent pas pour transformer immédiatement votre corps. Mais elles suffisent pour construire l'habitude. Et une fois que l'habitude existe, 5 minutes deviennent 10, puis 20, puis davantage. La constance bat toujours l'intensité. Beaucoup de gens commencent avec une énergie énorme. Pendant 2 semaines, ils font des efforts spectaculaires, puis ils abandonnent complètement. Et ils recommencent plus tard. Puis abandonnent encore. Pendant ce temps, une personne qui avance lentement mais régulièrement finit par aller beaucoup plus loin. Petit, mais tous les jours, bat toujours grand, mais occasionnel. Et les jours où vous n'avez aucune envie sont précisément les plus importants. Quand vous êtes motivé et plein d'énergie, agir est facile. Tout le monde peut le faire. Le véritable défi, c'est d'agir quand vous êtes fatigué, découragé ou tenté par 1000 distractions. Ce sont ces jours-là qui construisent votre caractère. Ce sont ces jours-là qui séparent ceux qui progressent de ceux qui restent immobiles. Je ne vous demande pas d'être une machine. Je vous demande simplement d'être honnête avec vous-même. Parfois, le « je n'ai pas envie » est une vraie fatigue qui nécessite du repos. Et parfois, ce n'est qu'une excuse déguisée. Il existe une différence entre le repos qui recharge et la paresse qui évite l'effort. Le premier est nécessaire. Le second vous maintient prisonnier. Alors lorsque c'est simplement de la paresse déguisée en fatigue, bougez quand même. Même lentement. Même pendant 5 minutes. Parce que le mouvement brise le blocage. Et une fois lancé, continuer devient souvent beaucoup plus facile. N'attendez pas le jour parfait pour commencer. Commencez aujourd'hui, et le jour s'améliorera au fur et à mesure. Mais parfois, même lorsque vous faites tout correctement, avec discipline et sérieux, les choses tournent mal malgré tout. Et cela aussi contient une leçon précieuse. En réalité, les erreurs font partie des meilleures choses qui puissent vous arriver. Et je vais vous expliquer pourquoi. Chapitre 5, se tromper, c'est avancer. Depuis l'enfance,
beaucoup d'entre nous ont appris quelque chose de profondément faux. On nous a appris que se tromper est mauvais. Que l'erreur est une preuve d'échec, d'incompétence ou de faiblesse. Et cette idée, qui paraît innocente, vous accompagne pendant des années et finit par limiter toute votre vie. Parce que si vous croyez que l'erreur est honteuse, vous allez naturellement éviter toutes les situations où vous pourriez échouer. Vous éviterez les défis, les nouveaux projets, les décisions importantes. Vous resterez dans ce qui est confortable, familier et sécurisé. Et rester dans cette zone de confort est la manière la plus élégante de ne jamais grandir. Pensez à un enfant qui apprend à marcher. Il tombe constamment. Encore et encore. Et pourtant, personne ne lui dit « Arrête, tu es mauvais ». Personne ne considère ses chutes comme un échec. Pourquoi? Parce que tout le monde comprend que tomber fait partie du processus d'apprentissage. Chaque chute enseigne au corps comment mieux s'équilibrer la fois suivante. Alors pourquoi jugeons-nous différemment les adultes? Pourquoi, lorsqu'un adulte échoue dans un projet, une relation ou une décision, considère-t-on cela comme la preuve qu'il y a quelque chose de brisé en lui? Cela n'a aucun sens. Les stoïciens avaient une idée extraordinaire. L'obstacle n'est pas une interruption du chemin. L'obstacle est le chemin lui-même. La difficulté n'est pas un problème à éviter. C'est l'outil qui vous transforme. Échouer ne signifie pas perdre. Cela signifie apprendre. Et ce n'est pas juste une phrase motivante. C'est littéralement ainsi que fonctionne votre cerveau. Quand vous faites une erreur et que vous l'analysez honnêtement, votre esprit met à jour sa compréhension de la réalité. Il comprend mieux ce qui ne fonctionne pas. Il ajuste sa stratégie. Et lors de la tentative suivante, vous repartez avec davantage d'expérience qu'avant. Le problème n'est pas l'erreur. Le problème, c'est l'erreur que vous refusez d'analyser. L'erreur que vous cachez par honte. Car une leçon que vous refusez d'apprendre continuera à se répéter. Alors la prochaine fois que quelque chose tourne mal, au lieu de vouloir oublier rapidement, arrêtez-vous un instant. Demandez-vous. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce que je pouvais contrôler? Qu'est-ce que je pouvais améliorer? Non pas pour vous punir, mais pour comprendre. Cette conversation honnête avec vous-même vaut parfois plus que des dizaines de livres de développement personnel. Personne ne progresse sans erreur. Personne. Toutes les personnes que vous admirez portent derrière elles une longue histoire d'échecs invisibles. Vous voyez le résultat final. Vous ne voyez pas les années de doute, de chute et de tentatives ratées. Ce qui distingue ceux qui réussissent de ceux qui abandonnent n'est pas l'absence d'erreur. C'est leur capacité à se relever, à ajuster leur approche et à recommencer avec plus de sagesse. Essayez encore. Mais essayez mieux. Voilà ce qu'est réellement la croissance. Car celui qui ne se trompe jamais est souvent celui qui n'essaie jamais rien de nouveau. Et puisque nous parlons d'essayer, il existe encore quelque chose de plus fondamental que beaucoup repoussent indéfiniment. Il ne commence même jamais. Et c'est exactement ce que nous allons démonter maintenant. Chapitre 6. Commencez maintenant, n'attendez plus. Dites-moi si cela vous semble familier. Vous avez une idée depuis des mois. Peut-être un projet, un changement de travail, un business, une formation que vous voulez commencer, une conversation importante que vous repoussez, ou encore une habitude que vous aimeriez adopter. Et depuis tout ce temps, vous vous répétez. Je le ferai quand? Quand j'aurai plus d'argent de côté. Quand les enfants seront plus grands. Quand l'été sera passé. Quand je me sentirai plus prêt. Quand le bon moment arrivera. Vous savez quand arrive ce fameux moment parfait? Jamais. Je ne suis pas pessimiste. Je suis précis. Le moment parfait n'existe pas. C'est une construction mentale que votre esprit utilise pour vous protéger de la peur. Parce que derrière le « j'attends le bon moment », il y a presque toujours la même chose. La peur d'échouer. La peur que cela ne fonctionne pas. La peur du regard des autres. La peur de découvrir que vous n'êtes peut-être pas aussi bon que vous l'imaginiez. Le « moment parfait » est simplement la forme la plus sophistiquée de la procrastination. Et pendant ce temps, les mois passent. Puis les années. Et cette idée reste enfermée dans un tiroir, à prendre la poussière, en attendant une occasion qui ne viendra jamais. Les stoïciens parlaient d'un concept appelé amor fati, l'amour du destin, l'acceptation du moment présent tel qu'il est. Pas comme vous auriez voulu qu'il soit. Pas comme vous l'aviez imaginé. Mais tel qu'il existe réellement.
Parce que ce moment, avec toutes ses imperfections, est le seul que vous possédez pour agir. Le passé n'existe plus. Le futur idéal n'est pas encore là, et il ne viendra peut-être jamais. Mais ce moment-ci, maintenant, est réel. Et voici la clé. C'est l'action qui apporte la clarté. Pas la préparation infinie. Pas les plans interminables. Pas les scénarios imaginaires. Le simple fait de commencer change tout. Quand vous agissez, vous découvrez soudain des problèmes que vous ne pouviez pas voir depuis votre canapé. Mais vous découvrez aussi des solutions auxquelles vous n'auriez jamais pensé. Le mouvement active l'esprit d'une manière que la réflexion immobile ne pourra jamais produire. Alors arrêtez d'attendre le plan parfait. Commencez avec le plan que vous avez aujourd'hui. Et ajustez-le en avançant. Il y a aussi quelque chose d'essentiel que beaucoup oublient. Les petites actions comptent énormément. Beaucoup de personnes ne commencent jamais parce qu'elles pensent que, pour avoir de la valeur, tout doit être grand, spectaculaire et immédiatement parfait. Évidemment, avec cette logique, il devient presque impossible de commencer. Mais si vous vous dites « Aujourd'hui, je vais simplement faire un petit pas », alors cela devient réel. Un petit pas fait d'aujourd'hui vaut infiniment plus qu'un immense projet repoussé à demain. Fait vaut mieux que parfait. Cela ne signifie pas faire les choses n'importe comment. Cela signifie qu'une action imparfaite mais concrète a beaucoup plus de valeur qu'une idée parfaite qui n'existe que dans votre tête. La première existe dans le monde réel. La seconde non. Et si cela échoue? Alors vous apprendrez. Vous ajusterez. Vous recommencerez. Mais au moins, vous aurez quitté l'immobilité. Car le mouvement mène toujours quelque part. L'inaction, elle, ne mène nulle part. Commencez aujourd'hui. Pas demain. Aujourd'hui, avec ce que vous avez et là où vous êtes. Ce n'est pas obligé d'être parfait. Ce n'est pas obligé d'être grand. Cela doit simplement être réel. Le seul moment où vous pouvez transformer votre vie, c'est maintenant. Tous les autres moments sont soit des souvenirs, soit des promesses. Mais même avec la volonté de commencer, avec de la discipline et avec les leçons tirées de vos erreurs, il existe encore une chose capable de tout saboter. Vous-même, lorsque vous ne prenez pas soin de vous. Parce que si la machine ne fonctionne pas correctement, peu importe ce que vous essayez d'accomplir avec elle. Chapitre 7. Si vous ne prenez pas soin de vous, rien ne fonctionne. Je vais vous dire quelque chose que beaucoup de personnes apprennent beaucoup trop tard. La santé n'est pas le décor de votre vie. C'est sa fondation. Et lorsque la fondation s'effondre, tout le reste s'écroule avec elle. Quand vous êtes en bonne santé, vous n'y pensez même pas. Elle devient invisible. Vous la considérez comme acquise, exactement comme le sol sous vos pieds. Puis un jour, elle disparaît, et vous réalisez qu'il est déjà trop tard pour regretter de ne pas l'avoir protégée plus tôt. Je ne vous parle pas de devenir un athlète d'élite ou de suivre des régimes impossibles. Je parle de quelque chose de beaucoup plus simple et urgent. Arrêtez de détruire activement votre propre corps et votre propre esprit. Parce que beaucoup de gens ne se contentent pas de négliger leur santé, ils vivent constamment contre elle. Ils dorment mal et trouvent cela normal. Ils mangent n'importe comment et trouvent cela normal. Ils vivent dans un stress permanent et trouvent cela normal. Ils n'arrêtent jamais réellement, et trouvent cela normal. Mais tout cela s'accumule silencieusement, comme une dette invisible qui grandit chaque mois. La philosophie stoïcienne, ainsi que le concept grec de sophrosine, parlait d'équilibre, de tempérance, de modération. Non pas comme une règle morale stricte, mais comme une forme d'intelligence pratique. Votre corps et votre esprit sont les outils avec lesquels vous construisez toute votre existence. Si vous ne les entretenez pas correctement, tout le reste finit par se détériorer. Et parlons aussi du repos, parce qu'il existe énormément de confusion à ce sujet. Se reposer n'est pas perdre son temps. Ce n'est pas être paresseux. Ce n'est pas être moins productif. Le repos fait partie du travail. En réalité, sans vrai repos, tout ce que vous produisez perd en qualité. Vous faites davantage d'erreurs. Vous prenez de mauvaises décisions. Vous vous épuisez. Ce qui vous prend des heures lorsque vous êtes vidé pourrait être accompli 2 fois plus vite avec un esprit reposé. Le repos ne vous retire pas du temps. Il vous le rend avec des intérêts. Mais attention. Tout ce qui ressemble à du repos ne vous repose pas réellement. Passer 2 heures à faire défiler son téléphone n'est pas du repos. C'est simplement une autre forme de stimulation permanente.
Le vrai repos est celui qui vous reconnecte à vous-même. Celui qui vous laisse plus calme et plus énergique qu'avant. Et votre esprit mérite autant d'attention que votre corps. À ce sujet, je vais être direct. La santé mentale ne devrait plus être un sujet tabou. Votre génération vit sous une pression constante que les générations précédentes ne connaissaient pas de cette manière. L'hyperconnexion. La comparaison permanente. L'incertitude économique. Les responsabilités qui s'accumulent. Tout cela pèse lourd. Et faire semblant que ce poids n'existe pas ne vous rend pas plus fort. Cela vous rend seulement plus fragile. Prendre soin de votre esprit peut parfois être très simple. Avoir des conversations honnêtes avec des personnes de confiance. Prendre 10 minutes par jour sans stimulation. Consulter un psychologue lorsque vous en avez besoin, sans honte, exactement comme vous consulteriez un médecin pour une douleur physique. L'équilibre n'est pas un luxe. C'est la condition nécessaire pour que tout le reste fonctionne correctement. Quand vous allez bien, tout devient plus fluide. La famille. Le travail. Les relations. Les projets. Et quand vous allez mal, tout devient plus lourd, plus compliqué, plus coûteux émotionnellement. Prenez soin de vous. Non pas parce que quelqu'un vous le demande, mais parce que vous êtes l'outil le plus important dont vous disposez pour construire la vie que vous voulez. Celui qui n'a pas le temps de prendre soin de lui aujourd'hui devra trouver le temps d'être malade demain. Et puisque nous parlons de construction, il existe un autre sujet qui influence profondément la qualité de votre vie, un sujet que presque personne n'apprend réellement à maîtriser. Ni à l'école. Ni à l'université. Parfois même pas à la maison. Et sans cela, toutes les autres fondations restent fragiles. Chapitre 8. Personne ne vous a appris à gérer l'argent. Quel sujet inconfortable. Et pourtant, tellement important. Personne ne vous a vraiment appris à gérer l'argent. On vous a enseigné l'histoire, les mathématiques ou la littérature, mais presque jamais la gestion concrète des finances personnelles. Et ce vide finit souvent par coûter très cher. Voici la première grande vérité concernant l'argent que beaucoup découvrent trop tard. Ce qui compte n'est pas seulement combien vous gagnez, mais ce que vous faites avec ce que vous gagnez. Vous pouvez avoir un revenu élevé et vivre constamment dans l'angoisse financière si vous ne contrôlez pas vos dépenses. Et vous pouvez gagner moins tout en vivant avec beaucoup plus de tranquillité si vous savez gérer votre argent intelligemment. Je connais des personnes qui gagnent 3 fois plus que d'autres, et qui vivent pourtant avec davantage de stress. Pourquoi? Parce que leurs dépenses augmentent au même rythme que leurs revenus. Parfois même plus vite. C'est comme essayer de remplir un seau percé. Les stoïciens avaient une pratique intéressante appelée la visualisation négative. Ils imaginaient consciemment perdre leurs possessions et leur confort afin d'apprendre à ne pas devenir esclaves de ce qu'ils possédaient. Aujourd'hui, cela pourrait se traduire ainsi. Plus vous avez besoin de choses matérielles pour vous sentir bien, plus vous devenez vulnérable. Moins votre paix dépend de la consommation, plus vous êtes libre. Je ne vous demande pas de vivre dans le minimum absolu. Je vous demande simplement d'être conscient de ce dont vous avez réellement besoin, et de ce qui n'est qu'une impulsion émotionnelle déguisée en nécessité. Les achats impulsifs sont l'un des plus grands pièges financiers de notre époque. Avec les achats en un clic, les publicités omniprésentes et les paiements fractionnés, il n'a jamais été aussi facile de dépenser sans réfléchir. Et souvent, vous ne réalisez même pas à quel point cela vous éloigne de votre liberté. Voici une règle simple. Avant d'acheter quelque chose qui n'est pas essentiel, attendez 24 heures. Seulement une journée. Si, le lendemain, vous le voulez encore et que cela correspond à votre budget, alors achetez-le. Mais si vous avez déjà oublié cette envie, vous avez votre réponse. Et épargnez, même un petit peu. C'est essentiel. Beaucoup disent. Il ne me reste rien à la fin du mois pour économiser. Et parfois, c'est vrai. Mais dans beaucoup d'autres cas, le problème vient du fait que l'épargne est placée tout en bas de la liste des priorités. Et ce qui arrive en dernier finit presque toujours par disparaître. Inversez l'ordre. Quand vous recevez votre argent, mettez immédiatement une petite partie de côté, avant toutes les autres dépenses. Payez-vous d'abord. Puis vivez avec ce qu'il reste. C'est un changement de mentalité extrêmement puissant. Parce que l'argent que vous économisez, si jamais il en reste, n'arrive presque jamais. Et investissez dans votre avenir. Je ne parle pas seulement des produits financiers. Je parle aussi d'investir dans vos compétences, vos connaissances et votre valeur personnelle. Un cours. Une nouvelle langue.
Une compétence utile. Cela aussi est un investissement. Et parfois, c'est celui qui rapporte le plus. Votre relation à l'argent reflète votre relation avec le futur. Celui qui ne planifie jamais ses finances dit inconsciemment au futur: on verra bien. Et le futur répond souvent à cette attitude de manière brutale. Ce n'est pas celui qui possède le plus qui est réellement riche. C'est celui qui a besoin de moins pour vivre en paix. Et puisque nous parlons de responsabilité et de choix conscients, il existe encore un chapitre que beaucoup préféreraient éviter. Parce qu'il oblige à se regarder honnêtement dans le miroir. Et pourtant, c'est probablement le plus important de tous. Chapitre 9, ta vie est ta responsabilité. Parlons d'une chose qui peut être inconfortable. Très inconfortable même. Mais une fois que tu l'acceptes réellement, elle devient profondément libératrice, ta vie est ta responsabilité. Ni celle de tes parents, ni celle de ton partenaire, ni celle de ton patron, ni celle du système, ni même celle des circonstances. La tienne. Uniquement la tienne. Avant que tu me dises qu'il existe des choses qui ne dépendent pas de toi, sache que tu as raison. Il existe des facteurs extérieurs. Il existe des injustices réelles dans ce monde. Il y a des situations que tu n'as pas choisies, des traumatismes, des contextes difficiles que personne ne t'a demandé de vivre. Mais malgré tout cela, la vraie question n'est pas « à qui la faute si j'en suis là ?» La vraie question est « que vais-je faire à partir de maintenant ?» Accuser peut parfois être légitime. Parfois même nécessaire pour comprendre ce qui s'est passé. Mais faire de la culpabilisation une manière de vivre, une explication permanente à tout ce qui ne va pas, devient un piège. Un piège confortable, en plus. Parce que tant que la responsabilité est chez les autres, tu n'as rien à changer. Rien à faire. Rien à affronter. Le problème, c'est que cela te retire aussi tout pouvoir. Car si la cause de tes problèmes est toujours extérieure, alors la solution dépend aussi des autres. Et attendre que quelqu'un change pour que ta vie s'améliore peut durer toute une existence. Les stoïciens, et particulièrement Marc Aurèle, revenaient constamment à cette idée: tu contrôles tes pensées, tes décisions, tes réactions. Mais ce qui est extérieur à toi échappe souvent à ton contrôle. Et s'accrocher à ce que tu ne peux pas maîtriser est la recette parfaite pour souffrir inutilement. En revanche, concentrer ton énergie sur ce qui dépend réellement de toi te permet de retrouver une forme de pouvoir sur ta propre vie. Tes décisions comptent. Toutes. Celles qui semblent importantes, comme celles qui paraissent insignifiantes. La décision de te lever 10 minutes plus tôt. La décision de répondre avec calme plutôt qu'avec colère. La décision de passer cet appel que tu repousses depuis des mois. La décision de quitter cette relation qui te détruit. Ou celle de rester dans ce travail qui t'écrase. La décision de commencer enfin ce projet que tu gardes dans un coin de ta tête. Chaque décision est un vote en faveur de la personne que tu veux devenir. Et il y a quelque chose de très curieux avec les décisions, ne pas choisir est déjà un choix. Rester immobile alors que tu sais que tu devrais avancer est aussi une décision. Et elle a des conséquences, exactement comme les autres. L'inaction n'est pas neutre. Elle a un prix. Et très souvent, ce prix est plus élevé que celui d'avoir essayé et échoué. Alors, lorsque tu te retrouves dans une situation où tu ne sais pas quoi faire, demande-toi sincèrement si, au fond, tu ne sais pas déjà ce qu'il faudrait faire, mais que tu as simplement peur de le faire. Parce que bien souvent, le problème n'est pas le manque d'information. Le problème, c'est le manque de courage. Et souviens-toi d'une chose importante, tu peux toujours changer de direction. Certaines personnes pensent qu'il est trop tard. Elles croient que leurs anciennes décisions les ont enfermées dans une vie sans retour possible. C'est faux. Il existe toujours un point à partir duquel tu peux commencer à tourner le volant. Peut-être pas instantanément. Peut-être pas du jour au lendemain. Mais le changement reste toujours possible. Je ne te demande pas de résoudre toute ta vie d'un coup. Je te demande simplement de remplacer une question par une autre. Au lieu de demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» Demande-toi « Que puis-je faire avec ce qui m'est arrivé ?» Cela paraît être un petit changement de langage. Mais c'est en réalité un changement immense de perspective. La première question te laisse bloqué dans le passé. La seconde te remet en mouvement vers l'avenir. Prendre le contrôle de ta vie ne signifie pas que tout ira parfaitement. Cela signifie simplement que c'est toi qui tiens le volant. Et même si la route est difficile,
conduire sa propre vie sera toujours mieux que d'être passager dans son propre destin. Tu ne peux pas toujours choisir ce qui t'arrive. Mais tu peux toujours choisir ce que tu décides d'en faire. Chapitre 10, donne du sens à ce que tu fais. Nous arrivons au dernier chapitre. Et peut-être au plus important. Tu peux apprendre à dire non quand c'est nécessaire. Tu peux mieux gérer ton temps, t'entourer des bonnes personnes, développer ta discipline, apprendre de tes erreurs, commencer sans attendre le moment parfait, prendre soin de toi, gérer ton argent et assumer tes responsabilités. Tu peux faire tout cela, et malgré tout te réveiller un lundi matin avec une étrange sensation. Tout ça, pourquoi? Cette question, pourquoi? Est probablement la plus puissante et la plus inconfortable de toutes. Et la majorité des gens passent des années, parfois des décennies, sans jamais y répondre. Non pas parce qu'ils ne le veulent pas, mais parce qu'aller vite est une excellente manière d'éviter de se poser cette question. Vivre en pilote automatique est facile. Très facile. Tu te lèves, tu fais ce qu'il faut faire, tu termines ta journée, tu vas dormir, puis tu recommences encore et encore, sans jamais te demander si ce que tu fais a réellement du sens pour toi. Sans réfléchir à la direction que prend ta vie. Sans savoir si cette route est celle que tu as choisie, ou celle que quelqu'un d'autre a choisie pour toi il y a longtemps. Et les années passent ainsi. Puis un jour, tu t'arrêtes, tu regardes en arrière et tu te demandes. Est-ce vraiment la vie que je voulais? Les philosophes stoïciens parlaient d'un concept grec appelé eudémonia. On le traduit souvent par « bien-être » ou « épanouissement », mais cela signifie quelque chose de bien plus profond, vivre en accord avec ce que tu es réellement. Pas avec ce que les autres attendent de toi. Pas avec ce qu'on t'a dit que tu devais être. Mais avec ce que, au plus profond de toi, tu reconnais comme étant authentiquement tien. Ce n'est pas un luxe spirituel réservé à quelques privilégiés. C'est un besoin fondamental de l'être humain. Nous avons besoin de sentir que ce que nous faisons a du sens. Que nous ne faisons pas simplement passer le temps. Que chaque journée construit quelque chose qui mérite d'exister. Et le sens n'apparaît pas toujours sous la forme d'une grande mission de vie spectaculaire. Parfois, il est beaucoup plus simple. Il peut se trouver dans ton travail quotidien lorsque tu sens que tu contribues à quelque chose d'utile. Il peut être dans l'éducation de tes enfants, dans le fait de prendre soin d'une personne qui en a besoin, dans le fait de créer quelque chose de tes mains, ou d'apprendre un sujet qui te passionne. Le sens se cache souvent dans les choses les plus ordinaires. Mais pour le voir, il faut d'abord s'arrêter. S'arrêter et se demander. Qu'est-ce que je veux réellement? Pas ce qui rapporte le plus d'argent. Pas ce qui impressionne les autres. Pas ce qui est socialement valorisé. Mais ce que toi, tu veux réellement pour ta vie. Et cette question peut faire peur. Parce que parfois, la réponse honnête ne correspond pas à la vie que tu mènes aujourd'hui. Et cela implique peut-être de devoir changer certaines choses. Changer fait peur. Mais la peur du changement est bien moins douloureuse que le vide d'une vie qui n'a pas de sens. Fais des choses qui ont de la valeur pour toi. Pas pour l'image. Pas pour les réseaux sociaux. Pas pour obtenir l'approbation des autres. Pour toi. Parce que lorsque ce que tu fais compte réellement à tes yeux, tout change. Ton énergie change. Ta motivation change. Ta relation à l'effort change. Ce n'est plus un sacrifice. Cela devient un investissement dans quelque chose qui a du sens pour toi. Et si aujourd'hui tu ne sais pas encore exactement ce qui te donne ce sentiment, ce n'est pas grave. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses immédiatement. Mais tu peux commencer à observer ce qui te donne de l'énergie, et ce qui t'en retire. Les activités où tu perds la notion du temps. Les conversations qui t'illuminent. Les projets qui réveillent en toi un enthousiasme naturel. Ce sont des indices. Suis-les. Et si parfois tu trouves cette recherche de sens trop philosophique, trop abstraite ou trop éloignée de la vie quotidienne, alors retiens ceci. Le sens ne vit pas dans les grands discours. Il vit dans les choses concrètes. Dans le fait de pouvoir terminer ta journée en te disant « Ce que j'ai fait aujourd'hui en valait la peine ». Tu n'as pas besoin d'une révélation mystique. Tu n'as pas besoin de partir une semaine en retraite spirituelle. Tu as besoin d'honnêteté. L'honnêteté de te demander si ce que tu construis correspond réellement à ce que tu veux construire. Et si la réponse est non, alors commence à le changer. Petit à petit. Mais commence. Vivre avec un but change tout. Non pas parce que la vie devient parfaite,
mais parce que lorsque tu sais pourquoi tu avances, tu peux supporter presque n'importe quelle difficulté. Quand il y a du sens derrière ce que tu fais, les obstacles ne disparaissent pas. Mais tu les regardes autrement. Tu les vois comme une partie du chemin vers quelque chose qui mérite vraiment d'être vécu. Et cette chose mérite ton énergie. Toi aussi, tu mérites cette vie consciente.